faire montre de la plus grande volonté politique et du courage qui est nécessaire pour inverser cette tendance. Nous devons laisser une empreinte, non pas pour ces alertes, mais pour nos actions. Merci. Je remercie M. Fletcher pour cette intervention. Je donne la parole à Mme Sima Baous, secrétaire générale adjointe et directrice exécutive de l'ONU Femmes. Merci, Monsieur le Président. Ministre des Affaires étrangères de la Grèce, mes remerciements à la présidence grecque pour cette invitation en vue d'informer le Conseil aujourd'hui au sujet de la protection des civils à un moment où la situation des femmes et des filles se détériore rapidement dans plusieurs contextes de conflit. Cette année marque 25 ans depuis l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, laquelle reconnaît que la paix est liée à l'égalité de genre de manière inextricable. C'est le 30e anniversaire également de la déclaration de la plateforme d'action de Beijing, une empreinte pour la réalisation des droits des femmes où qu'elles se trouvent. Et pourtant, aujourd'hui, près de 612 millions de femmes et de filles vivent dans des zones de conflit. Ce n'est pas juste un nombre, cela devrait être un appel à l'action pour toutes et tous. Excellence, dans la guerre, les femmes et les filles ne sont pas simplement prises dans les tirs croisés. Ce sont elles-mêmes, leur corps, leur santé, leur choix et leur voix qui sont ciblés activement. La violence sexuelle en lien avec les conflits est une crise à protection qui nécessite, et à juste titre, toute notre attention. Je sais que le Conseil continuera d'examiner cette question et lui portera toute l'attention qu'elle exige. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur des formes de violence sexiste qui sont trop souvent ignorées, mais qui sont très présentes, à savoir la violence reproductive, la violence à l'arme explosive, les traumatismes mentaux et les attaques ciblées contre les femmes dans des lieux publics et des menaces de plus en plus facilitées par les technologies numériques. Monsieur le Président, dans plusieurs contextes de conflit, les corps des femmes sont devenus des champs de bataille, que ce soit par le biais de la violence sexuelle ou encore par le déni délibéré des droits reproductifs et des services de santé. 61% de toutes les morts maternelles se produisent dans uniquement 35 pays touchés par les conflits. Cette dernière année, nous avons vu des maternités sous les bombes, des fournitures médicales bloquées et des financements massifs coupés en Afghanistan où 90% des femmes n'ont pas accès à des services sanitaires essentiels. Une femme meurt toutes les 2 heures de complications évitables en lien avec la grossesse. Un tiers accouche déjà sans aide médicale avec des interdictions de femmes d'aide maternelle et d'assistante médicale femmes et un rétrécissement de l'accès aux soins sanitaires. Les morts maternelles devraient augmenter de 50% d'ici 2026. À Gaza, plus de 28 000 femmes et filles ont été tuées depuis octobre 2023. Une moyenne d'une femme et filles tuées chaque heure. Des dizaines de millions ont donné la vie, ont accouché sous les bombes et sous siège, sans anesthésie, sans soins post-natals, sans eau propre. Elles sont mal nourries, déplacées, traumatisées. Ce ne sont pas des conséquences naturelles de la guerre. Elles constituent une tendance, la violence reproductive. Aujourd'hui, je vous enjoins à traiter la violence reproductive comme une catégorie distincte des dommages et à tenir les auteurs pour responsables. La destruction de l'infrastructure de soins reproductifs représente une violation flagrante du droit international et elle coûte la vie à des femmes. Excellence, trop souvent, les femmes sont vues comme des victimes indirectes alors qu'elles sont des cibles directes des bombes et des missiles. Lorsque les marchés, des maternités, des écoles de filles et leurs foyers sont frappés, ce sont des femmes et des filles qui meurent et ce n'est pas un accident. Ces attaques augmentent en nombre, elles deviennent plus fréquentes et elles illustrent exactement comment les guerres sont conduites. À Myanmar, des frappes aériennes ont augmenté après le séisme dévastateur en mars et en dépit d'un cessez-le-feu déclaré. Pour les femmes et les filles, cela signifie un nouveau déplacement, des voyages périlleux, une perte d'accès aux soins sanitaires et des risques accrus de trafic et d'exploitation. Monsieur le Président, la violence
laissent des cicatrices, pas seulement sur leur corps, mais dans leur esprit également. Les traumatismes s'accumulent et s'intensifient au fil du temps, en particulier lorsqu'il est constitué de plusieurs couches caractérisées par la perte, le déplacement, la peur constante. La santé mentale n'est pas un luxe, c'est vital. À Gaza, 75% des femmes souffrent de dépression. Les filles nous disent qu'elles aimeraient être mortes. En Afghanistan, les femmes décrivent leur vie dans des prisons à ciel ouvert. En Ukraine, la violence domestique est en augmentation et plus de la moitié des femmes sont déplacées. Elles font état de dépression. Ce ne sont pas des statistiques isolées. Elles indiquent une souffrance profonde. La protection doit inclure le soutien psychologique, sans lequel les femmes ne peuvent se rétablir, elles ne peuvent se reconstruire et elles ne peuvent diriger. Monsieur le Président, les femmes qui s'expriment, à savoir les journalistes, les militantes, les politiques, font face aux tirs, aux bombes, aux menaces, à des campagnes de diffamation, même lorsqu'elles ne subissent pas des attaques physiques. Elles sont exclues par la violence numérique, le deepfake, le harcèlement, la désinformation. Les espaces en ligne sont devenus des champs de bataille aussi. En Ukraine, 80% des femmes journalistes font état d'atteintes en ligne. Au Yémen, les images manipulées, les attaques en ligne ont poussé de nombreuses femmes à arrêter leurs activités de journalistes. C'est un effort délibéré et cela doit s'inscrire dans le cadre des efforts matière de protection civile. Monsieur le Président, depuis l'adoption de 10 résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité, le Conseil a pris un engagement parmi les plus répétés pour une participation sur pied d'égalité et des femmes, participation pleine et utile. Mais comment peuvent-elles participer si leurs vies sont en danger? Protection et la participation sont inséparables. Sans sûreté, les femmes ne peuvent organiser, parler ou diriger. Sans leadership, les efforts de paix sont voués à l'échec et la redevabilité s'effondre. Je suis venue aujourd'hui pour vous faire 3 demandes. Tout d'abord, le Conseil doit en faire davantage pour exiger justice et redevabilité pour les femmes et les filles. Ces atrocités, ces injustices se poursuivent en partie parce qu'elles sont commises en toute impunité. L'ONU Femmes travaille sans relâche pour arriver à la justice pour les crimes commis contre les femmes et les filles dans des contextes de guerre, pour s'assurer qu'elles soient enregistrées pour la postérité. Pendant plus de 15 ans, nous avons déployé des experts du genre dans chaque commission d'enquête de l'ONU, dans chaque mission d'établissement des faits. Mais la documentation à elle seule ne suffit pas. À quelques exceptions près, dont nous nous félicitons, les auteurs ne font face à aucune conséquence. Les régimes de sanctions restent sous-utilisés. Ils doivent couvrir la violence sexuelle ainsi qu'un large éventail de violations commises à l'égard des femmes et des filles. Ensuite, il faut un soutien pour les organisations de femmes en première ligne et sur les lignes de front. En dépit de tout, les femmes résistent avec courage et leadership. Elles apportent des soins au Soudan, en RDC et ailleurs. Elles documentent les atteintes et elles abritent les déplacés en Colombie. Elles sont responsables, elles prennent en main la justice transitionnelle à Haïti. Elles exigent la protection de la violence des bandes et du viol. Et pourtant, ces organisations sont sous siège. Les fonds sont coupés. Et la moitié pourrait cesser ses activités dans les 6 mois à venir. 90% sont déjà au bord de l'effondrement. Les coupes constantes de financement nous coûteront toutes ces femmes qui dirigent ces efforts de paix et de redressement dans les contextes les plus fragiles de la planète. Il faut les soutenir dans vos décisions collectives, vos financements bilatéraux, votre dialogue avec le gouvernement. Vous devez user de leur influence. Je vous exhorte à les aider. Et vous pouvez compter sur l'ONU Femmes pour continuer à se tenir aux côtés de ces femmes. En 2024, nous avons canalisé quelques 110 millions de dollars vers les organisations de femmes, la plupart vers des contextes fragiles et de crise. Le respect des engagements pris depuis 25 ans au titre de Femmes, Paix et Sécurité dépend de la force de ces mouvements de femmes. C'est la lutte, la bataille que nous devons mener à l'ONU Femmes et nous sommes engagés dans ce sens. Nous devons agir collectivement, nous engager pour protéger
ce volet dans toutes les discussions sur la réforme, y compris l'ONU 80, le programme Femmes, Paix, Sécurité. Ensuite, nous devons reconnaître l'autonomisation des femmes comme stratégie de protection. La protection et la participation doivent aller de pair. Le bouclier le plus efficace que nous puissions offrir aux femmes et aux filles, c'est leur pouvoir, leur voix et leur leadership. Lorsque les femmes dirigent, elles se protègent elles-mêmes et au-delà, leur famille et leur communauté, voire leur famille. Lorsqu'elles participent à la politique, dans les forces de sécurité, dans les processus de paix, l'impact est porteur de transformation. Il ne s'agit pas d'œuvres caritatives. Il n'y a pas de chemin vers la paix qui ne commence pas par la protection des femmes et des filles. Il n'y a pas d'obligation plus claire en droit international humanitaire. Il n'y a pas de plus grande responsabilité pour ces Nations Unies. Et il n'y a pas de question plus urgente pour ce Conseil. Je vous remercie. I thank Ms. Bahous for her briefing. Je remercie Madame Bahous de son intervention. Je donne maintenant la parole à Madame Heger, présidente du CICR. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de me donner la possibilité de prendre la parole au Conseil.